Bonsoir et bienvenue dans le débat de France 24. Une trêve est en place en Syrie depuis 18h, heure de Paris. Son but, geler les combats entre les forces du régime et une partie de la rébellion. L'accord négocié vendredi par les États-Unis et la Russie exclut cependant les deux principaux groupes djihadistes. Ce matin, le président syrien était à Daraya, cette banlieue de Damas qui était l'une des premières villes à se soulever contre son régime il y a 5 ans et demi. Une ville assiégée pendant 4 ans jusqu'au mois d'août. Le président syrien qui souhaite profiter de ce dernier cessez-le-feu pour reprendre toute la Syrie. On l'écoute. Nous venons ici avec ce message. L'État syrien est déterminé à reprendre aux terroristes chaque région, rétablir la sécurité, reconstruire les infrastructures, reconstruire tout ce qui est possible, que les dégâts aient été humains ou matériels. On en parle ce soir avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir en plateau tout d'abord Gérard Chalian, géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés et des relations internationales et stratégiques. On est ravis de vous recevoir à nouveau. Auteur également de Pourquoi perd-on la guerre? Ce sera l'une des questions qu'on se posera ce soir par rapport à la Syrie et la rébellion syrienne surtout. Firas Kontar, vous êtes juriste et opposant syrien. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Frédéric Joly également en plateau, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge en France. Bonsoir. Et en duplex de Genève, Azni Abidi, qui est directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, auteur également du Monde arabe entre transition et implosion. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, Gérard Chalian, on écoutait à l'instant Bachar al-Assad qui s'exprimait ce matin de Daraya. Enfin, l'endroit n'était pas choisi au hasard, un des endroits qu'ils ont repris à la rébellion. Et son message, on profitera de cette trêve pour reprendre le reste. En ce qui concerne Deraa, vous savez que c'est très près de la frontière jordanienne. Les Américains ont beaucoup insisté, les Jordaniens aussi, pour que les groupes oppositionnels qui se trouvent dans cette situation-là, du point de vue géographique, ne bougent pas. Donc effectivement, dans cette zone-là, il sera relativement tranquille. Il y a un certain nombre de groupes qui ont admis qu'il va y avoir une trêve. Ils vont la respecter quelque temps. Évidemment, il y a des groupes qui n'ont rien signé, donc ils vont continuer la guerre, ce qui fait que nous sommes dans une situation extrêmement volatile. J'espère qu'au moins, on pourra profiter pour avoir une aide humanitaire dans des endroits comme Alep, parce que ça, c'est très important. Alors, est-ce que, Azni Abidi, vous êtes confiant, vous, que cette trêve puisse tenir cette fois-ci ? Disons, les grandes conditions qui ont fait échouer les trêves précédentes sont toujours là. Et c'est pourquoi je ne suis pas très confiant dans la pertinence de cette trêve. Néanmoins, il faut relativiser une chose, c'est que d'abord, le plan élaboré ici à Genève, c'est un plan qui est découpé. On commence par une trêve de 48 heures, ensuite une trêve d'une semaine, on commencera l'aide humanitaire et plus tard, donc mois d'octobre, on verra pour le processus de paix. Disons que le plafond il n'est pas très haut, c'est pourquoi il y a une certaine confiance, mais aussi un pragmatisme chez les Russes et les Américains. Le dernier élément, c'est bien entendu, on s'est réjoui parce qu'il s'agit surtout d'un accord entre les Russes et les Américains avant que ce soit un accord entre les belligérants sur le sol syrien. Et bien entendu, la grande question, c'est la capacité réelle des deux grands acteurs à user de leur influence sur leurs partenaires sur le sol pour respecter le cessez-le-feu. Ce n'est pas sûr du côté américain comme du côté russe. Alors, Firas Kontar, on entend de la bouche du ministre des Affaires étrangères russe qui s'est exprimé il y a peu de temps que Moscou compte sur Washington pour mettre la pression sur les groupes, que Moscou être un peu sous la tutelle des Américains. Le problème, c'est qu'au-delà des deux grands groupes djihadistes qui sont exclus de cet accord, même d'autres groupes considérés modérés qui auraient dû en faire partie, je pense à Ahrar el-Sham, des groupes islamistes, n'ont pas encore donné leur accord. Ce trêve est loin d'être acquise. Alors oui, certainement. Ce qui pourrait être drôle dans d'autres circonstances, c'est que les Russes demandent aux Américains de faire pression sur la rébellion et d'autres composantes dans la rébellion. Alors, pourquoi on en est là ?
Pourquoi aujourd'hui on en est à 5 années de guerre et de conflit? C'est parce qu'on n'a jamais pu imposer au régime syrien un cessez-le-feu. La réalité, c'est que le régime syrien n'a jamais voulu d'un cessez-le-feu. À chaque fois, et encore hier, quand il a annoncé son accord pour un cessez-le-feu, il a bombardé un marché à Idlib, tué 70 personnes, 70 civils qui allaient faire quelques courses pour leurs enfants et leur apporter un peu de sourire à ces enfants qui ne connaissent que la guerre depuis 5 ans. Alors à quoi s'attendre de la part de ce régime? Est-ce que c'est aux Russes de mettre la pression sur la rébellion, ou c'est plutôt aux Russes d'arrêter le bombardement sur les rébellions et surtout sur les civils, sur les zones où Daesh n'est pas présente ni Nusra est présente? Alors là-dessus, on ne peut pas continuer dans cette mascarade. Les circonstances sont bien pires que pour tous les autres cessez-le-feu, en réalité. Frédéric Joly, c'est vrai que, comme on l'entendait à l'instant, encore une fois, avec cette trêve qui devait tomber aujourd'hui à 18h, on a vu encore des bombardements des populations civiles, encore des civils qui étaient bombardés, encore plus avec la trêve qui devait venir. On a l'impression que ce régime syrien veut toujours s'imposer plus sur les lignes de front avant de dire oui, d'accord, on arrête. Je crois qu'il y a la politique, il y a la guerre, et puis il y a surtout les gens sous les bombes. Ça fait maintenant presque 6 ans que la population civile syrienne paye le prix lourd de ce conflit, de ces conflits. C'est 250 000 morts, c'est 1,5 million de blessés, c'est 8 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays. Ce sont donc des millions de gens qui sont sous perfusion humanitaire, 4,5 millions dont l'accès pour les humanitaires est extrêmement difficile. Alors cette trêve, oui, si elle peut porter un espoir, si elle peut permettre une amélioration de la livraison humanitaire, ok, mais c'est pas l'humanitaire qui va régler la crise syrienne, c'est véritablement le politique. Et en attendant, les humanitaires, et en particulier le CICR, avec le Croissant Rouge arabe syrien et d'autres entités, eh bien, font ce qu'elles peuvent pour tenter, et notamment en ce moment à Alep, qui est une ville qui est complètement déstructurée, dont toutes les infrastructures publiques ne fonctionnent plus, les hôpitaux ne fonctionnent plus. Eh bien, si cette trêve peut permettre un bout d'amélioration, mais pour autant, les conséquences humanitaires sont telles que ce ne sont pas vraiment les humanitaires qui vont régler le problème aujourd'hui, que notre préoccupation, parce qu'on n'attend pas qu'il y ait des trêves pour travailler depuis 5 ans, on négocie pied à pied, on essaye de parler avec tout le monde, on essaye d'avoir des green lights pour pouvoir apporter ici de la nourriture. Ça fait maintenant depuis 6 ans qu'on assiste, je crois, c'est 16 millions de Syriens qui ont un accès à l'eau potable parce qu'on se concentre là-dessus pour maintenir un minimum de services des eaux ou d'approvisionnement en eau pour les déplacer dans les plus grandes villes de Syrie. Et puis aussi souligner le fait que le conflit se fait en ville et se fait avec une férocité impliquant toutes les parties au conflit, que ce soit en guerre aérienne ou que ce soit dans les combats de rue, qui atteint un niveau sans précédent. Alors, justement, je voulais vous poser la question d'Alep dans un petit moment tout particulièrement, dont on a beaucoup parlé, mais peut-être pas assez parlé justement ces derniers mois, vu ce qu'il s'y passait. Gérard Chaliand, on l'entendait à l'instant de la plupart de nos invités ici ce soir. C'est vrai que ces trêves sont organisées au fur et à mesure des avancées de l'armée syrienne et de l'espoir de Bachar al-Assad de pouvoir réasseoir son autorité sur une bonne partie de la Syrie. Nous sommes encore une fois devant ce cas de figure-là. Est-ce que ce dernier accord n'entérine pas définitivement la victoire de Bachar al-Assad? Non, la victoire de Bachar al-Assad, c'est quelque chose pour l'instant d'exclu. D'autre part, il ne faut pas oublier les mouvements qui n'ont rien signé. Ces mouvements sont puissants. Ce sont eux les combattants les plus importants. Ils sont aidés par les alliés des États-Unis, des alliés ambigus comme la Turquie, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. Enfin, c'est un jeu extrêmement complexe et on ne peut pas s'en sortir en sans arrêt mélangeant morale et politique. Moralement, tout ça est moche. Très bien. Maintenant, politiquement, est-ce que les Américains veulent la chute demain matin de Bachar al-Assad? Réponse, non. Parce ça a changé au fil des 5 dernières années. Ils ne la veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que dans les conditions actuelles, ce serait la prise du pouvoir par les islamistes. Parce qu'on s'est très très longtemps raconté des histoires en parlant des forces de l'opposition. Mais les forces de l'opposition, c'est qui? C'est Harar el-Sham, c'est Jaish al-Islam, c'est ceux qui étaient de Al-Qaïda et qui ont changé de nom pour se présenter comme respectables. Donc dans la pratique, si vous voulez, les Russes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, c'est pas tellement qu'ils veulent aider Bachar el-Assad, ils veulent un régime syrien demain qui ne leur soit pas hostile. C'est ça le but des Russes. Ils ont consenti d'ailleurs à faire des concessions aux Turcs. Ils ont dit, bon, bah, vous voulez contrôler la frontière contre les Kurdes, eh ben, faites-le. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous déclariez qu'en définitive, votre objectif principal, c'est pas de liquider le régime de M. Bachar el-Assad. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est très laid, mais la politique, c'est ça. Et on ne peut pas sans arrêt pleurnicher en disant, il y a des victimes. Forcément, dans les guerres, il y a des victimes et en fin de compte,
La plupart des victimes, elles sont civiles. Firas Kontar. Oui, juste pour revenir sur les propos actuels qui me font bondir, c'est que le problème essentiel de la Syrie, l'origine du conflit est Bachar al-Assad. Comment aujourd'hui peut-il se présenter comme étant la solution au problème? C'est inimaginable. Tous ceux qui ont pris les armes dans le camp de Ahrar al-Sham, dans le camp de Jaish al-Islam, tout cela ne veulent pas vraiment un califat, mais qui ont été leurs parrains? Qui a été les parrains et qui les a abandonnés? Les Occidentaux. En les abandonnant, les Occidentaux, ils ont jeté les Syriens dans les bras, effectivement, de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Mais ces gens-là n'ont pas de projet de mettre un califat en Syrie. Ces gens-là veulent se débarrasser de ce dictateur. Et aujourd'hui, à Daraya, par exemple, quel est le problème à Daraya? On se bat aujourd'hui pour rester sur le sol syrien. C'est qu'aujourd'hui, le régime syrien cherche à changer la démographie de la Syrie avec ses bombardements incessants. À Daraya, il est allé par provocation aujourd'hui, alors qu'il essaye de faire asseoir son autorité en implantant des chiites iraniens venir s'installer à Daraya. Aujourd'hui, on ne peut pas vaincre, de toute façon on ne vaincra pas Daesh si la population syrienne n'est pas à nos côtés. La population syrienne, pour elle, Daesh est un problème, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est celui qui a tué 500 000 personnes. Ce n'est pas celui qui a tué 5 000 personnes. Vous voyez, il est là la grosse différence. Si vous voulez utiliser Assad pour lutter contre Daesh, sachez que vous avez 20 millions de Syriens qui ne vous suivront pas. Et vous ne gagnerez jamais la guerre comme ça. Azni Abidi, c'est difficile d'imaginer que cet homme qui a été le problème, puisqu'on vient de nous le rappeler, tout ça est né de cette rébellion contre lui, puisse aujourd'hui, et c'est le point de vue, vous le rappeliez, de Washington autant que de Moscou aujourd'hui, être la solution. Ça paraît impensable. Oh, ce qui est regrettable dans la feuille de route qui a été élaborée à Genève, c'est qu'on consacre 3 lignes sur la transition politique. Et c'est ça le nœud du problème. Tout le monde, donc les parrains des acteurs locaux en Syrie, que ce soit les pays du Golfe, et moi je minimise un petit peu de leur rôle à part le rôle militaire. Je crois que les Russes et les Américains ont montré ce week-end qu'ils étaient les seuls à bord. Et je dirais même plus, la Russie a montré qu'elle était vraiment celui qui dirige ou qui gère le dossier syrien. Les Américains, depuis longtemps, sous-traitent ce problème. C'est ça la réalité. Et bien aujourd'hui, nous avons un autre acteur qui est la Turquie. Il y a un consensus au sein de tous les pays de la région que Bachar al-Assad, son départ n'est pas demandé immédiatement. Mais il y a par contre un consensus, les Russes ne sont pas tout à fait d'accord, sur le revenir à Genève 1 et Genève 2. C'est-à-dire revenir sur une phase de transition avec un gouvernement élargi. Je pense que ça, c'est le cœur du problème. C'est-à-dire qu'il faut absolument présenter une alternative politique qui accompagne cette trêve humanitaire. Parce qu'une trêve plus une trêve, sans véritablement construire l'avenir de la Syrie avec tous les acteurs qui rejettent la violence, que ce soit d'ailleurs syriens ou irakiens ou iraniens ou autres, ça ne règle pas le problème. Le dernier élément qui est à mon avis très important, avec les frappes russes depuis plus d'1 an, je ne vois pas vraiment les coups durs portés contre l'État islamique. La guerre et la violence ne peuvent qu'engendrer la violence. La violence amène la contre-violence. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut absolument revenir sur l'idée de la transition politique. Monsieur de Matsura a été reçu juste pour quelques minutes ici, alors que les négociations ont duré plus que 17 ou 19 heures. Donc ça montre un petit peu qu'il n'existe toujours pas une vision politique à la fois chez les Russes et chez les Américains. Ils se contentent du statu quo. Le statu quo de Alep, d'ailleurs, est souhaité par tous les acteurs. Gérard Chalian, sur ce point de l'intervention russe, on pouvait imaginer que Bachar al-Assad puisse partir avant. Depuis, c'est impensable. C'est l'intervention russe, finalement, qui l'a maintenu au pouvoir. Oui, l'intervention russe l'a maintenu au pouvoir. Ceci dit, elle a été bienvenue par les Américains. Sans ça, ils s'y seraient opposés. Ce qui vient d'être dit est parfaitement raisonnable. Moi, je ne défends pas le régime de Bachar el-Assad. J'essaye de décrire quel est l'intérêt des uns et des autres et la situation dans laquelle on est. Bon, le départ de Bachar el-Assad demain matin, c'est exclu, c'est tout. Dans la pratique, il ne sera plus jamais à la tête de la Syrie. Ça, c'est exclu aussi. Donc, on va vers une phase de transition qui va durer un certain temps. On va vers des combats. C'est pas fini. Il y a ceux qui pensent qu'à travers la guerre, on peut arracher davantage qu'à travers les négociations. Nous sommes donc dans un imbroglio complexe avec beaucoup d'acteurs qui n'ont pas du tout le même agenda. Firas Kontar. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir sur certains propos, encore une fois, est-ce que Bachar al-Assad veut affronter l'État islamique vraiment pour en faire un allié
en dehors du fait qu'il ait tué 500 000 personnes, que 200 000 personnes croulent dans ces geôles aujourd'hui et des dizaines de milliers sont morts dans ces geôles sous la torture, est-ce que vraiment il veut combattre Daesh? Depuis l'intervention russe et bien avant, on voit que 90% des frappes aériennes sont orientées, ciblent la rébellion et les zones civiles. Combien d'hôpitaux la Russie et le régime Assad ont bombardé en un an d'intervention russe? Combien d'hôpitaux? Des dizaines. Plus de 50, plus de 60. Est-ce que ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on affronte le terrorisme? Est-ce que Assad affronte un terrorisme? Ou est-ce qu'il veut juste reconquérir son territoire face à son peuple? C'est une guerre de conquête qu'il a mis. Et vous me parlez aujourd'hui d'Ahrar al-Sham, de Jaish al-Islam, toutes les composantes de la rébellion syrienne. Et moi, je voudrais vous poser une question. Qui aujourd'hui se bat avec Assad? Qui se bat? À part le Hezbollah, les miliciens chiites d'Irak et les gardiens de la révolution iranienne. Est-ce que ces gens-là sont plus fréquentables qu'Ahrar al-Sham? Au moins la composante de la rébellion, même djihadiste, est syrienne. Et ces gens-là ont un projet syrien. Pourquoi aujourd'hui personne ne s'indigne sur tous ces miliciens terroristes qui viennent se battre aux côtés d'Assad, alors qu'il n'a plus d'armée en fait? Même s'il voulait combattre, même si on voulait s'allier avec lui, l'armée d'Assad n'existe plus aujourd'hui. En 2012, fin 2012, déjà était intervenu le Hezbollah pour le sauver et aussi pour confessionnaliser le conflit. C'est la force de ce régime, c'est qu'il a voulu déjà confessionnaliser le conflit, faire oublier toutes les demandes légitimes du peuple syrien, puis l'internationaliser après avec ses alliés russes. Aujourd'hui, vous pensez que Assad a un autre souci que de garder le trône avec son clan? Non. Aujourd'hui, il joue la carte, comme je vous le dis, du confessionnalisme et il essaye de vider Alep de sa population. Il a vidé Dareya, il les a remplacés par des chiites irakiens et iraniens. Et aujourd'hui, il entreprend de faire la même chose avec Alep, faire évacuer la population qui est encerclée, qui est assiégée, qui a été assiégée juste avant l'accord de cessez-le-feu, comme par hasard, pour pouvoir répéter le même scénario, vider la population, les expulser et faire habiter encore des chiites et des sunnites. On y reviendra tout de suite. Après, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de notre débat ce soir.